bonjour à tous. Ben voilà, on poursuit cette semaine. Voilà, je vous rappelle, samedi, ben voilà, Vers Azur Théo aura 4 ans. Donc on fait une petite semaine, voilà, balade, découverte un peu de tout notre territoire. Aujourd'hui, on fait une pause du côté Méditerranée, porte des morts. Oh, mais c'est où et c'est quoi? Parce que c'est vrai que ces agglomérations, on les connaît peu ou mal et on ne sait pas forcément quelles villes sont derrière. Et quand c'est comme ça, on a des chroniqueurs avec nous. Ils sont de vrais pense-bêtes. Par exemple, si je dis à Franck Gualco, bonjour. Bonjour Philippe. L'itinéraire porte des morts, cite-moi quelques villes. Bon, la Londe, le Lavandou, Bormes, on va remonter à Colobrières, voilà, au nord, la capitale. Non, il ne faut pas dire la capitale. Et tu disais, donc Mathieu Duval d'Estaing, la capitale finalement de. Bonjour, la capitale de. La capitale des morts. La capitale des morts. Au cœur du massif des morts. Et on va voir, il y a un joli panneau en plus devant la ville, justement, Colobrières, capitale des morts, qui est faite en bois de châtaignier. Et on en parlera tout à l'heure avec notre deuxième invitée qui est avec nous, Elisabeth Boulestex. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Alors bonjour toi, tu as un métier qui est difficile pour beaucoup d'entre nous à prononcer correctement, castanéicultrice. C'est vrai, oui, ou agricultrice en châtaigne. Ah, c'est pas mal. Merci de nous avoir aidés. Et agricultrice en châtaigne. Et avec toi, on va faire un vrai zoom sur plein de produits locaux tout à l'heure. On va parler évidemment de crème de marron, puisqu'il suffit de pousser la porte de beaucoup de producteurs de châtaigniers, voilà, et de châtaignes, marrons, etc., pour découvrir des châtaignes de marron de producteurs locaux. Mais tu fais d'autres produits, toi aussi, que la châtaigne. Je fais d'autres produits, notamment je travaille le bois de châtaignier et vous avez parlé du beau panneau qui se trouve à l'entrée du village et c'est moi qui l'ai créé, voilà. Le bois de châtaignier de Colobrières. Exactement, c'est pour ça que j'en parlais, parce que tu travailles sur ce bois-là, le fameux gros panneau à l'entrée, voilà, le voici, le voilà, c'est toi qui l'as créé. Et derrière, on parlera aussi de gelée de mimosa avec toi. On fait un petit zoom dans quelques instants, on revient vers toi, Elisabeth, à tout à l'heure. Et une autre demoiselle qui nous accompagne, c'est Marie-Pierre Emmerich, bonjour. Bonjour Philippe. Avec toi aussi, on va faire d'autres zooms, hein, producteurs, etc., etc. Hein. Absolument. Ça te donne envie, là, quand on parle crème de marron, des idées de cuisine, des choses comme ça ou pas? Des idées de cuisine. Alors, j'en ai expérimenté une pour dernièrement, là, pour Pâques. Le gigot d'agneau badigeonné à la gelée de mimosa au safran. Un petit agneau des 7 heures, délicieux. Oh, bah, très bien. Bah, écoute, on sait où on va habiter dans quelques temps, si jamais on ne sait pas où. Vous pouvez vous confiner chez moi. C'est très bien. on arrive tous. Et puis après, peut-être que, je veux dire, c'est peut-être même avant qu'il faudrait faire du vélo. Mathieu, parce qu'il est préférable de faire du vélo avant le déjeuner, je pense. C'est plus agréable, on va dire. En général, une fois qu'on a bien mangé, le retour sur les pédales est un petit peu plus difficile. Alors, je rappelle que tu es moniteur guide les chemins dans les vignes, justement. Si tu t'appelles aussi comme ça, les chemins dans les vignes. Les chemins de la vigne. De la vigne, pardon. Les chemins de la vigne, justement, si tu t'appelles aussi comme ça, c'est pour un détail. C'est-à-dire que tu es dans un secteur où tu fais aussi découvrir ce parcours dit œnologique aussi aux gens, mais pas seulement, hein. C'est exact, voilà, on fait notre petite particularité, c'est qu'on fait de la visite de domaine viticole. Voilà, donc avec une guide œnologue, puisque je n'ai pas là cette prétention, hein, chacun son métier. Et du coup, voilà, on fait visiter nos domaines un petit peu coup de cœur de la région, entre Pierrefeu et la Londe, voilà, où on propose vraiment une expérience immersive aux gens, de venir vraiment découvrir le domaine, toutes ces petites particularités en petits groupes. Voilà, en groupe privé, ça se fait très très bien et c'est très intéressant. Tu es en train de dire qu'il y a des guides, il y a un guide œnologique qui est là et en fin de compte, il y a une expérience un peu particulière, c'est que vraiment là, j'allais dire, le faire à vélo, il y a quelque chose de pertinent qui intéresse les gens. En plus, cette œnologie, j'allais dire, c'est présent en plus dans tout le département, c'est une facette où on apprend à découvrir des choses incroyables et tous les domaines avec lesquels tu es plutôt partenaire, je veux dire, dans l'idée de la visite, mais c'est partenaire au sens plutôt partenaire de visite, point, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'échange modétisé, c'est-à-dire que je le rappelle quand même. C'est un échange de bons procédés, c'est-à-dire que les domaines avec qui on s'entend bien, en fait, nous permettent de travailler. C'est-à-dire que nous, on va faire découvrir aussi bien le côté, on va dire, géographie grâce au vélo. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre un peu de hauteur en général. Notre guide œnologue explique bien, en fait, l'incidence de l'air marin sur les vignes et tout ce que ça peut comporter après sur la qualité des sols, etc. Pour après visiter les vignes et effectivement venir visiter la cave et du coup le produit fini. Oui, finalement, il vous donne même la porte ouverte. Vous allez après un peu où vous voulez. On travaille avec eux. On répond, on va dire, à leurs demandes, à leurs critères. Et puis nous, on fait en sorte en fait, de faire découvrir sous la meilleure facette en fait, le domaine au public et surtout de faire déguster, on va dire, leurs produits. Je vois un avant de vélo, je vois plein de petites machinettes qui sont là, mais c'est pas pour rien parce que c'est-à-dire que là, c'est le guide, mais d'un seul coup, les gens aussi peuvent partir de manière indépendante avec un GPS. Effectivement, on propose également en fait, des circuits en autonomie puisque tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir le guide avec soi. Et puis, c'est plus pertinent sur des petits groupes, notamment si vous êtes en couple, vous voulez faire une petite balade dans les morts. Nous, on propose en fait une alternative au guide qui est le GPS qui permet aux gens aujourd'hui de pouvoir se promener dans le massif
sans vraiment se prendre la tête avec une carte, savoir où aller. Nous, on garantit le temps de parcours, une difficulté aussi, puisque le VTT a aussi cette particularité, c'est que avec l'électricité, on peut vraiment prendre de l'altitude sans difficulté, mais le chemin peut aussi être technique, et ça peut aussi devenir assez difficile pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Oui, finalement, tu leur proposes le parcours et tu discutes avec eux pour trouver le parcours qui leur correspond le mieux. On a une quarantaine de parcours en fonction du temps de location que les gens souhaitent, c'est-à-dire on fait de 2 heures à la journée entière, de leur niveau aussi. Certains sont des cyclistes plutôt avertis qui sont à la recherche de sensations où on va leur donner des parcours vraiment difficiles et techniques, soit alors c'est des gens qui cherchent vraiment de la balade, du point de vue où on va leur donner des chemins très faciles, mais ils vont pouvoir prendre de l'altitude avec aisance. Colobrières et la Londe, c'est-à-dire que là, tu vas leur proposer quel genre de parcours et quels lieux sont un peu, à des immanquables du secteur? On a la chance dans le Massif des Morts d'avoir quand même des lieux assez incontournables, comme la Chartreuse de la Verne, le Plateau Lambert, Notre-Dame-des-Anges, voilà, qui sont quand même pas mal de lieux incontournables. La Chartreuse de la Verne est un monument qui date quand même, qui a été construit, je crois, en 1170. C'est un monument qui a réussi à traverser le temps malgré... il me semble beaucoup d'incendies, des pillages, parce que ça a traversé des guerres, des conquêtes, etc. Et je crois que ça a été réhabilité dans les années 1980. Et il est toujours gros mécénat. Toujours en fonctionnement actuellement. Très gros mécénat, oui. Grâce à un gros mécénat. Oui, il y a eu la personne est toujours anonyme. Dons privés, je crois. Voilà, c'est ça. Et on a la chance parce que c'est vraiment un très très beau monument, enfin d'une très grande envergure en plus. C'est exceptionnel, oui. C'est un peu niché au cœur des morts comme ça, c'est. C'est ça. On arrive vraiment au milieu des morts et on a cette espèce d'énorme bâtisse. La chapelle, la Verne, qui est toujours la Chartreuse de la Verne, qui est toujours habitée par des moniales. C'est un lieu de vie, de vie, voilà, de recueillement, même si elle l'ouvre. Pas en totalité, mais il y a un petit lieu d'accueil. En partie, voilà, il y a une petite visite qu'effectivement on peut faire pour découvrir une partie, mais comme vous dites, effectivement, il y a beaucoup de lieux de vie et de recueillement qui ne sont pas destinés à être visités. Ce qui est étonnant, c'est quand on y arrive à pied ou même en voiture ou à vélo, quand on arrive du lieu dans le chemin, c'est incroyable. Hein. Ah oui, on est vraiment saisi en arrivant sur c'est un monument vraiment niché au pied du massif, là c'est assez exceptionnel. Et puis en plus, depuis ce site-là, il part énormément de sentiers de randonnée. Exactement. Donc très agréable, puisqu'on est dans les châtaigneraies, là, hein, vraiment. On est sur ils ont leur châtaigneraie tout autour. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été construite à cet endroit-là. Hein, donc il y a l'eau, puisqu'il y a la source de la Verne, avec le barrage en contrebas. Donc le barrage de la Verne qui est sur la Molle. Hein, c'est ça. Et c'est vrai qu'à partir de là, on est vraiment dans un coin qui est très frais, puisqu'on est dans les châtaigneraies, donc une forêt hubac, donc avec encore une belle végétation. On a une vue imprenable sur le golfe de Saint-Tropez. Exactement. On est vraiment dans la traversée, et quand vous êtes juste derrière la Verne, vous avez la vue sur le golfe. Les jours où il fait beau, parce que quand c'est un peu couvert, malheureusement, on le distingue. Oui, parce que c'est pas à côté quand même, mais c'est vrai que et puis là, ça me rappelle des balades qu'on peut faire d'ailleurs pour diversifier dans le département en joëlette. Un joëlette. Joëlette, c'est-à-dire que pour les personnes handicapées, elles ont la possibilité d'avoir vraiment les personnes handicapées, donc elles s'assoient dans cette joëlette. C'est une monoroue en fait avec 2 bras. D'accord. Et on peut faire balader ces personnes et faire découvrir justement ces territoires des personnes à mobilité réduite. Donc on avait fait justement cette balade à la Verne. En tout cas, vous venez de dire un truc important, c'est-à-dire que c'est finalement grâce à ces moines de la Chartreuse de la Verne que les marrons et les châtaignes finalement se sont retrouvés là, puisque le climat est totalement là. Et finalement, c'est un peu cet héritage qu'Elisabeth Boulestex qui est avec nous, c'est un peu cet héritage que tu portes de la châtaigne, Elisabeth, ce fameux marron et ce terroir aussi, qui est une vraie étiquette, en tout cas une vraie identité de Colobrières. Absolument, puisque dans le Massif des Morts, qui est terre de castagniculture, c'est un massif cristallin qui est effectivement un sol où on va pouvoir cultiver la châtaigne. La châtaigne qui, au niveau de la Chartreuse de la Verne, a servi aux moines à faire du pain. Donc c'était une nourriture très importante pour eux, et ensuite beaucoup plus de choses, et maintenant aussi pour eux de la crème de marron, parce qu'ils ont une châtaigneraie qui est absolument magnifique, qui est absolument bien entretenue. L'entretien de la châtaigne, c'est ça le plus important. Toi, alors, quand tu parles d'entretien de la châtaigne, c'est-à-dire que toi, en plus, c'est une entreprise familiale, tu es arrivé, c'était ta tante Rita, c'est pour ça Rita Colobrières, etc. Qui était là, donc finalement tu as repris un peu ça avec ton fils Marius, et aujourd'hui ça a commencé par ça, prendre soin de la châtaigneraie pour repartir sur cette production. La crème de marron en plus, tu l'as un peu modernisée, tu l'as un peu mise un peu à des parfums aussi du goût du jour aussi, il n'y a pas que de la nature entre guillemets.
Alors oui, effectivement, j'ai essayé déjà de faire perdurer cette histoire familiale de notre châtaigneraie, ça c'est très très important, et ensuite de remettre un petit peu, de revisiter la crème de marron classique, traditionnelle, que tout le monde adore, surtout pendant les périodes de fête. Pendant tout l'automne et l'hiver, parce que l'on en mange énormément et on le met dans la bûche et on le mange grillé, c'est excellent, et on le voit d'ailleurs sur nos fêtes de la châtaigne du village de Colobrières, où les poêles font sauter les châtaignes grillées. Donc là pour nous le but c'était de pouvoir donc revisiter cette crème de marron classique et de rajouter des ingrédients, et surtout de rester sur les ingrédients méditerranéens, où on choisit d'intégrer, méditerranéen et français, où on choisit d'intégrer du marron glacé, où on met des pignons de pain de Méditerranée, où on va mettre du rhum. Pas de Méditerranée. Non, mais de France, elle a dit, elle cuisine qu'avec des produits français. Je vous rappelle, les garçons, que nous avons des territoires et des départements d'outre-mer. Et donc, ouais, tu disais, Elisabeth, pardon? Mon rhum c'est un rhum Clément, rhum des Antilles, donc effectivement on reste en tout cas français. Là, j'ai envie de dire, justement, tu nous parles de la crème de marron, etc. C'est la vraie identité. Tu le disais que tu travailles aussi ce bois de châtaignier. Tu as un atelier au sein de la ville où on peut voir ce travail. Moi, j'ai la chance d'avoir quelques petits trucs. J'ai l'impression d'avoir une côte de bœuf, mais c'est pas une côte de bœuf, c'est une planche à découper. C'est l'heure, ça qui te fait dire ça. Elle est superbe en plus. Le jambon. Pardon? Le jambon avec. Oui, exact. Pour découper le jambon. Tu as raison, ça y ressemble aussi en plus. Donc, je suis au bon endroit presque. C'est même presque la Corse aussi. Oui, c'est donc, c'est vrai qu'en plus, le châtaignier, c'est un bois qui est quasiment imputrescible. Donc il est naturellement imputrescible. C'est ça, naturellement imputrescible. Naturellement imputrescible, tu y fais plein de choses avec ça. Qu'est-ce qu'on va découvrir comme objet, par exemple? Notamment, là, on a plein de petites planches à découper ou autres, etc., des plateaux et autres. Eh ben, ensuite, on peut. Alors, j'ai aussi fait du mobilier urbain où j'offre à mon village une décoration en bois de châtaignier, notamment des jardinières, des bancs publics, et on va continuer à en rajouter quand j'aurai le temps. On n'a pas toujours le temps. C'est des métiers qui sont compliqués, qui demandent beaucoup de temps. Être castagnicultrice, être artisan. Fabriquer sa propre crème de marron, et ensuite fabriquer aussi plein d'objets en bois de châtaignier. Voilà. Et puis il y a notre produit qui est connecté, justement, on disait qu'on était en Méditerranée, Porte des Morts, et on a cité tout à l'heure la ville de Bormes-les-Mimosas, par exemple. Tu travailles aussi avec le mimosa, et le mimosa comestible aussi. Complètement. Alors ça, c'est la dernière création de Rita Colobrières, notre dernier petit bébé, on va dire, qui est un mimosa qui pousse à Colobrières, que nous avons récupéré, et on l'a transformé en gelée de mimosa. Donc voilà, mimosa, de l'eau, du sucre, tout est complètement naturel. Mimosa au safran aussi, parfumé au safran. Mimosa au safran, celui-ci, c'est mon petit chouchou parce que le safran vient aussi de Colobrières. C'est un de mes collègues agriculteurs qui a décidé de planter du safran. Et donc, on a été ensemble essayer de travailler sur cette recette. Cette recette est normalement est faite pour tout le monde, hein, bien évidemment. Mais elle peut avoir un intérêt particulier pour les chefs cuisiniers qui vont rechercher ces saveurs un petit peu florales avec un safran cette petite note à la fin de safran qui est assez soutenue, mais qui à un pourcentage correct donne des saveurs qui sont assez intéressantes. Tu le disais tout à l'heure, justement, ce safran intéressant, tu le disais tout à l'heure, Marie-Pierre, c'est-à-dire que c'est ce safran que tu as cuisiné avec cet agneau de 7 heures. Un énorme merci d'Elisabeth d'avoir été avec nous, en tout cas, voilà, et j'invite vraiment à aller pousser la porte, notamment en allant sur visitevar.fr, à pousser la porte de tas de producteurs, de castagniculteurs, etc. Il y a des tas de gens, voilà, qui font de super produits, combien de les citer, voilà, et de découvrir nos produits de chez nous en allant vous voir. Comme tu disais, c'est le bois, c'est la gelée de mimosa, c'est la crème de marron, et voilà, donc, et vous êtes la fameuse capitale des morts avec cette châtaigne qui est votre vraie casquette. Merci Elisabeth. Merci.
Merci. Oui. Merci, au revoir. Après, oui, c'est vrai qu'on entendait parler des fêtes de la châtaigne, et c'est vrai qu'il faut souligner que c'est vraiment une identité du massif des Morts. Donc elle est à Colobrières, elle est à Pignan, elle est sur les Maillons. On la retrouve vraiment à travers tout ce massif. Donc il y a plusieurs fêtes des châtaignes, et c'est vrai que ça crée une activité en saison à travers tout ce territoire des Morts. Comme quoi, vous voyez, la Chartreuse de la Verne, quelle parenthèse elle nous a vers sur Colobrières. Et finalement, j'allais dire, on revient à toi, Mathieu Duval d'Estaing. Je rappelle, chemin de la Vigne, les chemins de la Vigne, moniteur et guide justement vélo. Quel autre secteur aussi tu aimes à faire visiter? Et j'allais dire, tout à l'heure tu as parlé de cette idée de GPS, mais j'allais dire, des fois avec les enfants, les jeunes, les scolaires, etc., tu joues à justement retirer le GPS avec eux. Effectivement, on se rend compte aujourd'hui que les gens ont toujours un petit peu de mal à se repérer sur une carte routière déjà, même si c'est assez aisé. Et aujourd'hui, c'est vrai que les cartes IGN, c'est encore plus éloigné de ce que la plupart des gens connaissent. Donc nous, l'intérêt étant surtout sur des visites comme ça où on prend des jeunes, étant d'avoir un intérêt assez pédagogique. Donc souvent, on peut tourner ça de différentes manières, un petit peu sous forme de course d'orientation. On va leur expliquer l'apprentissage de comment fonctionne une boussole, par exemple, se repérer sur une carte IGN pour aller d'un point A à un point B, voilà, savoir se repérer à un autre point. Voilà, on essaie d'apporter on va dire, petite vertu un peu pédagogique, histoire d'agrémenter un petit peu le circuit, que ce ne soit pas uniquement de la consommation du vélo, mais qu'on puisse trouver un intérêt à évoluer dans ce territoire. Derrière, tu fais la même chose aussi pour nous adultes, quelque part. Tu fais beaucoup d'événementiels, des séminaires, des choses comme ça professionnelles, des tas de... Voilà, toujours en petits groupes, parce que tu as ce souci vraiment de faire partager à des petits groupes. Effectivement. Moi, je préfère les petits groupes. Ça permet vraiment créer un lien, puisque c'est ce qu'aujourd'hui les gens recherchent, c'est d'avoir, on va dire, des prestations personnalisé, donc que ce soit aussi bien effectivement comme c'est des entraînements de garçons, mais que ce soit comme on le fait avec les jeunes et comme on va le faire aussi sur nos circuits de découverte œnologique. En fait, les gens ont vraiment envie de créer un contact et nous, ça nous permet de pouvoir transmettre un maximum de connaissances et d'informations en créant un lien, tout simplement. Les gens se sentent plus à l'aise, ils ne vont pas hésiter notamment à poser plus de questions. C'est vrai que dans un gros groupe, on est un petit peu noyé, on n'ose pas forcément poser une question de peur qu'elle soit un peu bête ou qu'elle ait déjà été dite. Et quand effectivement dans un petit groupe, donc un climat de confiance, c'est tout de suite... Ce qui est surprenant, c'est que tu arrives aussi à pousser les gens à l'extérieur même de Vétérinaires Porte des Mortes quelquefois, quand ils cherchent des vraies expériences et autres, etc. C'est l'avantage que tu as, c'est-à-dire que tu ne fais pas que du vélo, de la visite du secteur, tu es capable de créer aussi toutes sortes de choses et tu as une connaissance de tout le département aussi au sens global du terme. Je suis quelqu'un qui aime bien découvrir, donc effectivement, dès que j'ai l'occasion, je me balade un petit peu. Et après, on répond aussi aux demandes de nos clients, c'est-à-dire que certaines personnes sont du coin et cherchent un petit peu à s'évader sans aller trop loin, mais découvrir une nouvelle région. Donc, on a la chance d'avoir un territoire qui est quand même assez varié, notamment si on remonte vers le Verdon. Voilà, effectivement, l'année dernière, on a fait, il y a 2 ans exactement, un enterrement vie de garçon pour une équipe d'à peu près, ils étaient 12. Et on a fait ça dans le Verdon avec plein d'activités derrière, parce que j'ai pas mal de partenaires. On a pu faire du kayak, du parapente et on s'est déplacé en vélo pendant tout le week-end. En tout cas, j'entends le mot œnologie et œnotourisme, ça me fait penser, Marie-Pierre. Je vais vous en parler 2 minutes, mais je voulais juste avant revenir sur quelque chose d'intéressant, c'est l'outil, le vélo électrique, le VAE, comme on dit. Et il y a des gens, moi par exemple, je ne suis pas particulièrement sportive et c'est vrai que c'est difficile quand on peut organiser un week-end entre copains, entre amis. Et ce genre d'outil permet d'être accessible à tout le monde. Effectivement, et donc ça nivelle le niveau. Voilà, ça j'insiste parce que j'ai découvert récemment et c'est vraiment fabuleux. Pour revenir alors à l'œnotourisme, votre activité dans les vignes, d'abord dire que Méditerranée Porte des Morts a postulé au label Vignoble et Découverte, dont déjà 3 territoires varois sont labellisés. Et c'est vraiment quelque chose qui est en pleine expansion et que l'on développe vraiment parce qu'on a beaucoup de vignobles de qualité et on a un vignoble, là encore, on parlait des paysages tout à l'heure sur notre territoire, mais là pareil, tout à l'heure vous en avez parlé, il y a des particularités sur le vignoble de bord de mer, mais de l'arrière-pays aussi. On a des terroirs favorables au blanc, d'autres favorables au rouge, alors qu'en Provence on est beaucoup connu pour le rosé. Et donc cet œnotourisme et toutes ces initiatives qui sont prises sont toujours les bienvenues pour découvrir en famille. En citant justement ce bord de mer, là tout à l'heure tu citais Notre-Dame-des-Anges et tout ça, il y a aussi des dénominations géographiques aussi par rapport à ça, par rapport à certains secteurs, des AOP, des appellations d'origine. Des AOC, donc les Bandoles, les Côtes de Provence, les Coteaux Varois. La Longue des Morts aussi aujourd'hui. Voilà, parce qu'en fait il y a des appellations et des sous-appellations, donc on s'y perd un peu nous aussi là-dedans. Mais c'est vrai que moi je crois qu'il faut. Mais c'est des appellations qui montrent aussi une vraie qualité, c'est-à-dire c'est pas juste le caractère du vin. Oui, le caractère, voilà. Et puis l'identité, c'est-à-dire que ce Notre-Dame-des-Anges ou autre, etc. C'est vraiment une manière de parler d'un sol différent, particulier. En fait, le terroir est vraiment donné aussi par le sol. Au-delà,
par les cépages bien sûr, mais aussi par les sols. Et on a cette chance d'avoir des diversités de sols à travers le département qui sont Et ces balades à vélo, c'est un peu ça, c'est aussi faire découvrir ce genre de facettes. Comme tu dis, il y a un guide œnologique qui est derrière, mais d'un seul coup, tu vas aussi pousser la porte d'autres producteurs locaux, tu fais découvrir des tables de chez nous, etc. En fonction de la volonté de la journée que les gens souhaitent. C'est ça aussi, c'est-à-dire que tu vas vraiment leur permettre de découvrir de vrais beaux lieux, parce que tu as ce souci finalement que les gens repartent avec l'envie de revenir dans le Var. Exactement. Nous, on essaye vraiment de montrer aux gens les différentes facettes du Var. En fait, comme on dit un peu, notre slogan, c'est découvrir le Var autrement. Et en fait, on leur fait par le biais du vélo, justement, qui permet effectivement à tout le monde de profiter de cette activité, justement. Et effectivement, là, on a pas mal de partenaires, que ce soit aussi bien des tables, des petits producteurs, d'huile d'olive, de crème de marron, entre autres. Voilà. Et l'idée étant nous, on est plutôt sur, on va dire, des petits producteurs qui sont amoureux de leur, on va dire, de leur métier. Mais comme les domaines, on essaie toujours de trouver des domaines qui ont une histoire familiale, qui ont une volonté vraiment de proposer des produits avec leur marque, façon de parler, mais leur identité, leurs produits. Exactement, voilà. Et c'est ça qu'on fait découvrir aux gens. Et l'idée étant de un peu sublimer ces produits, puisqu'en plus, malheureusement, le Var, et surtout le vin du Var, avait jusqu'à il n'y a pas très longtemps une mauvaise connotation. C'était plutôt connu pour le rosé, comme on disait, un peu le rosé d'apéro. Et en fait, nous, l'idée étant de montrer aux gens qu'on peut faire vraiment des produits de qualité, du rouge de qualité, du vin blanc de qualité, même de garde aujourd'hui, puisqu'on a un nouveau domaine qui rentre dans une expérimentation de rosé aussi de garde, où on va vraiment, avec le CIVP notamment, travailler. Donc voilà, nous, c'est de montrer un petit peu toutes ces facettes et tous les petits trésors cachés, que ce soit en passant par le Massif des Morts, des lieux incontournables, comme des petits producteurs incontournables qu'on connaît. Hein. Du coup, voilà, l'idée de repartir. En tout cas, vous mettez les œnologues au VTT, quoi. Exactement. Et le VTT, justement, pour revenir à l'idée du vélo, le vélo, c'est un peu dans tout le département aussi. Je veux dire, je pense à l'Euro V8, qui, en fin de compte, on ne le sait pas forcément, mais il y a vraiment une route incroyable qui traverse tout notre département, qui nous faut faire des parcours autour de la truffe, autour de tas de domaines, etc. Et tout. Oui, c'est l'ancienne voie de chemin de fer au nord, en fait, du département, donc qui est en train d'être réhabilité en totalité en piste cyclable. Donc les travaux avancent, donc le projet est là, les travaux avancent, et c'est vrai qu'on va pouvoir traverser tout le nord du département. Par la Dracénie, après on passe du côté de la Provence verte, etc. Provence verte. Donc c'est vrai, toute cet arrière-pays peut être traversé par cette piste cyclable. Et elle est pareil au sud, ancienne voie de chemin de fer du littoral, donc piste cyclable du littoral. En sachant que ça suit, donc, comme tu l'as dit, l'ancienne voie ferrée, et que par le fait, vous allez être beaucoup en pleine nature, puisque c'est un des critères, mais vous allez avoir aussi des petits parcours, moi ce que j'appelle des débrouillardises, c'est-à-dire que des fois on peut passer dans un tunnel, on peut... Il y a des ouvrages d'art encore qui ont été réhabilités. Il y a des ouvrages d'art qui existent et qui sont réhabilités, et donc c'est vraiment un parcours qui est très sympa. Alors en VAE, super, en fait. Vélo électrique. Sachant en plus que du coup, vu que c'était une ancienne voie de chemin de fer, la dénivelée est très faible. Voilà. Les bords de mer, il ne faut pas hésiter aussi, parce qu'on a de très beaux parcours qui partent quasiment aussi sur tous nos bords de mer. C'est de Toulon à Saint-Raphaël, c'est l'ancienne voie. En fait, de la presqu'île de Gien jusqu'à Bormes, et même après, je sais que déjà de la presqu'île de Gien jusqu'à Bormes, on a une piste cyclable qui est dédiée, c'est-à-dire qu'elle est vraiment en décalage de la route, qui est quand même beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus agréable aussi, puisqu'il y a des moments, elle longe, mais des fois, elle est carrément écartée. Ça passe par les salins, enfin voilà, il y a pas mal de zones sympas. Les petits hameaux qu'on a, etc., avec des différents paysages, c'est pas très loin de l'aéroport. Oui, on passe devant. On passe devant, c'est le Longe-les-Gades, voilà, on la retrouve sur le Lavandou. Pour l'instant, elle s'arrête, je crois, au niveau du Rayol Canadel, mais elle est en constante évolution, comme le V8 au nord, donc il y a des travaux qui sont faits chaque année pour en fait faire cette liaison complète sur tout le littoral. Rayol Canadel, justement, pareil, ne pas hésiter, parce que là même on peut poser les hauts, après il y a des randos culturels avec la Villa Théo qui est au-dessus, et puis tout le long de truc, on en retrouve des tas de panneaux, des tas de choses incroyables. Tout le long de cette piste, on peut ponctuer avec des visites, puisqu'on traverse, on parlait des domaines, donc forcément on traverse des domaines, on a des communes donc très riches, on arrive sur des plages aussi, certains. C'était l'ancienne voie, donc le transport en commun de l'époque. Voilà, j'ai l'impression qu'on a déjà fait, on a déjà envie de repartir à vélo, à pied. Et surtout le vélo à assistance électrique, on ne s'interdit rien. Voilà. C'est vrai, on peut s'arrêter n'importe où alors. C'est accessible à tout le monde. Les gens qui pensent ne pas pouvoir, en disant oh là là, vous allez rouler pendant 2 heures, ça va être difficile pour moi, etc. Juste attention à la batterie alors du coup. Parce qu'après il est lourd. Ça se jette, c'est comme tout. C'est-à-dire qu'en fait vous pouvez, plus vous faites aider, moins vous avez d'autonomie, mais après vous pouvez économiser. Mais attention, c'est pas forcément pour les non-sportifs, parce que beaucoup associent le vélo électrique à des vélos dits de fainéants, alors que c'est pas du tout le cas.
beaucoup de sportifs s'y mettent justement parce que ça permet d'agrandir les parcours et du coup ils trouvent un autre intérêt. Voilà. Et de ne pas y aller tout seul. On prend un guide aussi, c'est sympa les guides. Oui, on peut le prendre et puis même sinon il y a Connaissent du bien GPS, c'est-à-dire qu'on fait le parcours au départ et on peut partir en solo. Ça dépend ce que vous souhaitez faire. Ah mais l'humain. Ah, Oui, c'est mais vrai l'humain, qu'avec les guides, vous passez un bon si tu as moment. envie de vivre un moment avec tes amis, avec tes proches, etc., de juste avoir le parcours et pas avoir Et quelqu'un d'aller les perdre dans la forêt. Voilà. Oui, oui. Mais disons qu'avec le GPS, vous n'avez pas les petites infos, les petits points de vue sympas. Voilà, il y a c'est des ça. petites choses que vous avez qui sont en plus. Les petits du coup. plus. Voilà. Voilà, il y a tout un tout et tout ça, ben, c'est pas compliqué. Pour Rita Colobrière, c'est ritacolobrière.com et découvrir des tas de choses. Sinon, vous avez les offices de tourisme et puis vous avez plein d'infos sur visitevar.fr. Et si vous voulez plus d'infos sur ce vélo électrique du côté de la Londe ou d'autres parcours, etc., pour le jeune homme, la Mathieu Duval d'Estaing, c'est lescheminsdelavigne.fr. Voilà, je crois qu'on a fait le tour présent de sur tout. Visite Var. Oui, tu es présent sur Visite Var, comme Rita Colobrière, comme plein d'autres, parce que finalement, voilà, Visite Var, c'est notre un peu le truc où vous avez la porte ouverte sur toute la découverte et de notre département. Même actuellement, il y a même le marché de nos vacances qui fait un zoom aussi sur tous des produits de producteurs locaux, et etc., etc. Voilà. On a fait le tour de tout. Mais non, L'essentiel est là. c'est Non. encore jusqu'à vendredi. Il y en a Vous allez encore voir, pour il y en a demain. encore plein de choses à découvrir On jusqu'à en a vendredi. plein sous le pied Sous le pied, t'en as? et sous le coude. Allez, t'en as sous le coude, ça c'est les aisselles. Allez, comme dirait l'autre, à demain. Bisous. Merci à tous.